beaucoup Donc, je m'appelle Véronica Nozeda, je suis la coordinatrice nationale du planning familial et j'ai aussi un peu participé à la mise en œuvre, on va dire, de ce programme. Donc, je suis particulièrement heureuse de modérer cette première table ronde. Le principe, donc, vous le connaissez, 3 questions, à peu près les mêmes pour tout le monde. 5 minutes par réponse. Donc, je veillerai à ce que ces 5 minutes soient respectées. Je sais qu'il y a eu un travail de préparation assez, assez menaçant, vraiment, parce qu'il faut, faut pas prendre du retard. Et puis, c'est aussi une façon d'avoir un rythme. Finalement, 5 minutes x 3, ça permet quand même de dire des choses intéressantes. Et c'est bien qu'il y ait... les questions, je vais te les répéter. Donc, on va commencer par Lisa Aidan, ou Aidan, je ne sais pas comment on prononce votre nom. Donc, Lisa est fondatrice de l'association Indivisible et co-organisatrice de la Women's March du 21 janvier 2017. Donc, je commence avec vous sur justement la première question. Quelle est la situation actuelle dans le domaine de l'avortement qui fait obstacle à la libre disposition de son corps et à motiver votre engagement, notamment avec vos initiatives dans la Women's March? Bon, en États-Unis, tout simplement, l'avortement est légal en loi fédérale, ça veut dire pour tout le pays, depuis 1973. Par contre, le plus grand problème aux États-Unis, c'est différence, c'est État par État. Ça veut dire qu'il y a des États où ce n'est pas questionné, il n'y a pas de problème. Il y a les États qui veulent absolument que ça renverser ou revoquer la loi qui est passée et qui ne peut pas changer la loi ou revoquer Roe versus Wade, qui était le fameux cas où ça a institué cette loi, mais il fait le plus possible pour faire les lois dans les États, particulièrement comme Texas ou les autres États dans le Sud, pour que les femmes ne peuvent pas faire un avortement. C'est-à-dire, il y a les lois qui vont passer pour une femme est obligée d'écouter le battement de cœur du fœtus. Ouais. Ou qu'il met un temps limite complètement contraint. Et tous ces groupes anti-choix, anti-avortement, surtout depuis 5 ans, ils sont vraiment concentrés toute leur énergie, si vous voulez, pas vraiment pour revoquer la loi fédérale, parce qu'en loi fédérale, c'est difficile de revoquer, mais de faire les petites lois, si vous voulez, État par État. Et c'est ça vraiment qui est le plus grand problème. Et aussi d'enlever les subventions qui est données à Planned Parenthood, qui est comme planning familial, et qui fait... Bon, c'est pas juste l'avortement. En fait, en réalité, c'est 3% de leur fonds. Mais ils avaient fait, depuis la loi qui était passée en 1973, il y avait une autre loi qui était passée en 86, je pense, qui est un amendement à cette loi, qui dit que les fonds que le Planned Parenthood reçoit ne peuvent pas être utilisés pour l'avortement. Parce que Planned Parenthood, bien sûr, c'est les contraceptions, les santé des femmes, etc. Alors, le reste, il reçoit par les fonds privés, mais cette loi dit que cet argent qu'il reçoit de le gouvernement ne peut pas être pour ça. C'est venu pire en pire dans tous les États. Je vais encore citer Texas parce que c'est vraiment... Bientôt, ça va être presque impossible de faire un avortement là-bas. Et petit détail en plus, c'est l'État en États-Unis où c'est le plus facile d'adopter un enfant. Parce qu'il y a des jeunes qui 15 ans, enceintes, ils sont obligés de faire un bébé et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le problème. Ils essaient d'arrêter de juste dire on veut revoquer, comme je dis, les lois et vraiment concentrer sur ces petites lois.
mais aussi de changer l'esprit des gens. Parce que quand s'était passé cette loi, et c'était avant la France, je crois que France c'était en 75, ouais, 12 ans avant. Au début, ils avaient essayé de revoquer, mais maintenant, c'est bon, c'est pas possible. Les démocrates avaient essayé en 2016 de retourner cet amendement de Hyde, ça s'appelle le Hyde Amendment. Et maintenant, les républicains avaient mis en place en loi, en bill, qui dit que ça ne peut pas être changé jamais. Alors, c'est-à-dire que jamais l'argent peut être utilisé pour l'avortement. Et hier, le Sénat en États-Unis a proposé leur nouveau plan de santé et va carrément défonder, enlever le soutien complètement de Planned Parenthood pour au moins 1 an. C'est-à-dire que Planned Parenthood va exister uniquement par les fonds locaux, peut-être, d'État, mais surtout privés. Alors, quoi mon engagement? J'étais née en 1960, ça passait en 1973. Je ne savais pas parce que j'avais 13 ans et ce n'était pas vraiment mes préoccupations. Mais j'étais élevée à la côte Est où j'étais toujours appris qu'on est très libéral, etc., que les femmes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Et c'était en venir adolescente, jeune femme, etc., que je réalisais que la grosse erreur de dire à une femme, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, avec votre propre corps. J'étais très active à l'université, etc., etc. Après, je suis arrivée en France, je suis mariée, j'ai des enfants, blablabla. Et depuis l'élection en novembre, je réveillais, re-réveillais de nouveau, et voilà. Merci beaucoup. Et du coup, je passe à la deuxième question, qui est en quoi consistent les principales actions de résistance. Donc, là, on est vraiment au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, les principales actions de résistance des corps contre les contraintes que vous avez décrites. Comme je dis, les soutiennent sans cesse, tout le temps, pour Planned Parenthood, principalement. Je cite eux parce que c'est les plus grandes organisations. Soutiennent de finances, bien sûr, mais aussi il y a plein de programmes, les femmes et les hommes qui travaillent bénévolement comme des escortes. Parce que souvent, les cliniques de Planned Parenthood, où il y a des avortements, il y a tout le temps des gens anti qui sont là, et une femme qui va là-bas, même pas peut-être une jeune femme, un adolescent, mais quelqu'un plus âgé, vous imaginez, vous arrivez là-bas et des gens qui les affichent avec des trucs horribles. Alors, il y a un gros problème, un gros programme des escortes. Alors, ça, c'est quelque chose en particulier. Et une action en particulier qui a eu beaucoup de fruition, c'est depuis l'élection de Trump, ou comme nous on dit 45, parce qu'on n'aime pas dire son nom, les fonds de Planned Parenthood en privé a multiplié par 40%. C'est-à-dire qu'ils ont reçu énormément d'argent et en petite action un peu, c'est que tout le monde a fait en donation à Planned Parenthood. Maintenant, il fait au nom de Mike Pence, qui est la vice-présidente. Parce que quand vous faites une donation aux États-Unis, je ne suis pas sûre comment ça marche en France, vous recevez une carte pour dire « Ah, une donation a été faite à votre nom. » Ah, alors lui, il reçoit une tonne de cartes pour dire voilà. Parce que lui, à la limite encore pire que Trump par rapport à la loi d'avortement, il veut que c'est retourné complètement. C'est pour ça aussi le choix de nouveau juge sur la Cour suprême est très important. Et voilà.
surtout toutes les organisations qui essaient de soutenir Planned Parenthood, les autres organisations, etc., on fait le maximum. On fait les lois qu'ils essaient de passer dans les États. Ils font un contre-procès. Alors, mais pour ça, il faut trouver une femme qui est prête d'être un peu le cobaye, si vous voulez, pour dire que moi, je veux avoir le droit de voir l'avortement et pas faire ça. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de monde qui travaille sur ça sans cesse. Voilà. Alors, donc, je suis une très mauvaise modératrice. Je me suis complètement trompée. On aurait dû faire les premières questions à la suite. Bon, okay. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je te demande, Florence, est-ce qu'on termine du coup avec Lisa ou on fait les... Alors, je reprends la première question. Désolée. Hein, donc, c'est trop tôt, exactement. Et j'ai pas bu assez de café. Donc, on accueille et on la remercie aussi beaucoup Armelle Andro, qui est démographe, qui est enseignante à l'Institut de démographie de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est aussi associée à l'INED. Elle coordonne actuellement le projet Tsafir. Moi, j'ai dit Tsafir, mais je crois que ça se dit des Saphirs. Droit, accès aux soins et santé des femmes hébergées, immigrées, réfugiées. Donc, dans lequel, par ailleurs, le planning est impliqué. Elle travaille depuis une dizaine d'années sur les mutilations génitales féminines. Elle a notamment participé à un projet européen sur la prévalence, justement, des mutilations génitales féminines en Europe et a auparavant coordonné le projet EXH, Excision et Handicap, première enquête nationale menée en France auprès des femmes excisées. Elle a publié avec Marie Lesclingon une synthèse récente des connaissances sur le sujet dans la revue Population et a notamment participé à leur publication internationale sur la situation des femmes concernées par les mutilations génitales féminines en France. Donc Armelle, pour toi aussi, du coup, la première question. Donc la situation actuelle dans le domaine des mutilations sexuelles qui fait obstacle à la libre disposition de son corps et qui, du coup, a motivé aussi ton engagement de recherche. Bonjour, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet effectivement sur lequel je travaille depuis 10 ans. Alors peut-être la première question, en fait, je vais commencer par la fin. Pourquoi moi, une femme blanche européenne, je travaille sur les mutilations génitales féminines depuis 10 ans. Avec ma collègue Marie, on a commencé à travailler sur ce sujet parce que beaucoup de choses se disaient sur l'excision, sur les mutilations génitales ou sexuelles féminines au début des années 2000 en France. Et toutes les deux démographes, autrement dit capables de faire des grandes enquêtes auprès de plein de personnes pour produire des statistiques fiables, nous avons considéré que c'était un peu de notre mission d'essayer de produire des savoirs et des connaissances parce qu'on savait le faire sur cette question en Europe. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a produit pas mal de choses et puis qu'on est très contente qu'elles soient réappropriées, mobilisées par les personnes concernées par cette question. Pour revenir sur peut-être alors le début de la question qui est sur la situation, un état des lieux. Donc effectivement, on a récemment travaillé à faire un peu le point sur tout ce qu'on sait sur les mutilations génitales féminines dans le monde. On s'est rendu compte en essayant de faire ce travail que la première chose à noter, c'était peut-être le nombre hallucinant de publications scientifiques, médiatiques, médicales, anthropologiques, sociologiques, tout ce que vous voulez, publiées sur les mutilations génitales féminines. Si vous faites
une recherche sur Google, je sais pas quoi, là, qui calcule, voilà, Scholar, qui calcule les citations. C'est ahurissant comment depuis le milieu des années 50, la quantité comparée à d'autres sujets, c'est une première chose qui est extrêmement étonnante. Il y a plusieurs centaines de milliers d'articles, d'ouvrages qui ont été publiés sur le sujet depuis la fin des années 50. Donc ça, c'est un premier élément de contexte important. C'est un sujet qui buzz, pour le résumer comme ça. Deuxième élément important, plus factuel, depuis maintenant une trentaine d'années, les agences internationales qui travaillent sur ces questions, que ce soit l'OMS ou le FNUAP, l'UNICEF ou plus généralement l'ONU, ont financé de très nombreuses enquêtes, notamment dans les pays où ces pratiques sont traditionnellement présentes. Et on est aujourd'hui capable de fournir un chiffre sur le nombre de personnes concernées. Pendant très longtemps, donc le chiffre qui sortait tout le temps, c'était il y a 130 millions de femmes qui ont subi une excision, qui vivent dans le monde. Et le phénomène était perçu comme exclusivement un phénomène africain, de l'Afrique subsaharienne. Or, il y a eu une espèce de révolution qui s'est peu à peu construite et qui est devenue très visible en 2016, puisque l'UNICEF a produit un nouveau rapport où cette fois-ci, ils ont dit, en fait, non, c'est plus 130 millions, c'est 200 millions de femmes qui sont concernées dans le monde. Donc, de prime abord, si on prend le chiffre directement, on se dit, oh là là, mais c'est terrible, ça fait 30 ans qu'on lutte contre l'excision et en fait, on a un nombre encore plus élevé de femmes concernées. En réalité, il y a ce nouveau chiffre de 200 millions de femmes concernées dans le monde, pour le coup, a vraiment changé la perspective sur le phénomène. C'est-à-dire que oui, effectivement, dans tous les pays du monde, il y a des femmes victimes de mutilations génitales féminines. Dans certains pays, on n'avait jamais fait d'enquête. Et comme ce sont des pratiques qui sont peu dites, tabous, secrètes, on s'est rendu compte en Indonésie, par exemple, que quasiment la moitié de la population des jeunes filles qui ont été enquêtées pour la première fois avaient subi une forme de mutilation dans leurs premières années. L'Indonésie, c'est un très grand pays, donc tout d'un coup, paf, l'effectif de femmes concernées au niveau mondial augmente. Les pratiques n'ont absolument pas changé, sauf que tout d'un coup, on découvre que ça se pratiquait dans un pays, alors que jusque-là, on ne l'avait pas vu, ou en tout cas, on n'avait pas essayé de le voir. Et puis, par ailleurs, malgré les politiques migratoires coercitives qui sont à l'œuvre partout aujourd'hui, la circulation des personnes au niveau mondial font qu'aujourd'hui, y compris dans les pays européens ou en Amérique du Nord, des femmes originaires de familles où l'excision est traditionnellement pratiquée vivent, grandissent, ont elles-mêmes des enfants, etc. Donc on est vraiment aujourd'hui il y a des femmes concernées dans tous les pays. C'est un phénomène mondialisé. Et puis par ailleurs, penser de manière globale et mondiale ces pratiques de mutilation, ça conduit finalement aussi peu à peu à considérer qu'il y a d'autres formes de mutilation génitale féminine qui peuvent exister, que jusqu'à présent on les a toujours considérées comme étant des choses très différentes. Les opérations de réassignation, par exemple, des personnes intersexuées,
ou certaines formes de violence obstétricale ont toujours été évidemment considérées comme des choses très différentes des mutilations traditionnellement pratiquées dans les familles en Afrique subsaharienne. Mais cette vision mondiale de la question des interventions chirurgicales sur le sexe des femmes peut commencer peu à peu à être pensée dans une approche globale. Voilà, c'est un peu ça le contexte contemporain. Merci beaucoup Andrelle pour ce premier état des lieux sur cette question. Je passe la parole et je la remercie maintenant à Cristina Katspura. Donc Cristina est impliquée dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive depuis plus de 20 ans. Elle a publié plusieurs articles, rapports sur justement la question de la santé sexuelle et reproductive en Europe centrale et en Europe de l'Est. Elle est secrétaire générale de la fédération ASTRA, c'est un réseau qui justement regroupe les organisations qui s'occupent justement de la santé sexuelle et reproductive en Europe de l'Est et en Europe centrale depuis donc 1999. Elle est aussi membre de la Sexual Rights Initiative, de l'European Society for Contraception and Reproductive Rights et aussi du Program Council of the Congress of Polish Women. Elle est donc aujourd'hui directrice exécutive de la fédération pour les femmes et le planning familial et de Astra Network. Donc je vais essayer de faire un peu de traduction en même temps. Donc la première question, je ne vais pas du coup vous la répéter parce que vous la connaissez, mais par contre je vais la répéter en anglais à Cristina. What is right now the situation about abortion in Poland that hinders the free access to body freedom, I would say, or free choice, and what has produced your commitment in this field and in this battle? Thank you very much. I'm sorry I'll be talking in English, but bonjour. And thank you for the invitation. This is great to be here and to share with you some information on latest developments in Poland. But first of all, I would like to start with the background information because it's extremely difficult to understand if you don't know the history of abortion law in Poland. Just shortly. Just to translate. Sorry. Donc, elle vous remercie de l'invitation et elle dit on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas à l'esprit ce qui est donc l'histoire de l'avortement en Pologne. Donc, il faut vraiment avoir cette approche un peu de long cours pour comprendre la situation actuelle. Fundamentalism and extremism are a threat to human rights. Not only do they reject equality and universality, but such ideologies promote discriminatory attitudes towards those with differing views. Donc les fondamentalistes et les intégristes constituent une menace pour les droits des personnes. Voilà. Yeah. I try to sum up. The impact on fundamentalists limits the enjoyment of women's rights and restricts the sexual and reproductive rights of all. Oui, donc bien sûr les femmes sont au centre de ces batailles idéologiques des fondamentalistes et des réactionnaires. Poland, according to its current constitution, is a secular state. However, the long-time influence of Catholic Church in all spheres of public life remains enormous. Malgré le fait que la Pologne est un État laïque, en tout cas elle se définit comme telle, l'influence de l'Église est extrêmement prégnante. The majority of politicians and the right-wingers only are dependent on church in many respects. Les liens entre la politique et l'Église est extrêmement forte.
And the church itself seeks to impose its rules and dogmas on all citizens, not only Catholics. Et l'Église essaye d'imposer ses dogmes et ses vues sur toute la population et pas seulement sur les catholiques. The still existing anti-abortion law was imposed in 1993. It is called a compromise. Alors la loi anti-avortement est arrivée a été votée en 1993. Elle est appelée une loi de compromis en fait. But it was a compromise without participation of women. This compromise was made between Catholic Church and politicians. C'est un compromis, je pense aussi d'une sorte de consensus qui en réalité a exclu les principales concernées, c'est-à-dire les femmes. C'était du coup un compromis entre l'Église et les politiciens. This was a price paid by Polish women to the Catholic Church and paid for regaining democracy. C'est le prix que les femmes ont dû payer à l'Église catholique suite au retour à la démocratie. Of course, we opposed this so-called compromise because still we hate this compromise. There was established a citizens' referendum, and we have collected over 1 million signatures, but they were neglected, they were thrown out. Alors, il y a eu une résistance par rapport à cette loi. Il y a eu un référendum. On a récolté plus d'1 million de signatures, mais toute cette mobilisation, toutes ces signatures ont été mises de côté, ont été complètement négligées. And in 1993, the new law was imposed, and still we have the same law. Et donc cette loi de 93 a été justement votée à cette époque et elle est toujours en vigueur aujourd'hui. The 1993 Act on Family Planning, Human Embryo Protection and Conditions of Permissibility of Pregnancy Termination provides for abortion only in 3 narrow cases. Go. Mm-hmm. Yeah. When pregnancy is a result of rape or incest, when the fetus is diagnosed with severe and irreversible disability, or when a woman's life or health is in danger. Donc cette loi prévoit que 3 conditions dans lesquelles l'avortement est possible. Le premier, si le fœtus est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Le deuxième, s'il y a des sévères malformations du fœtus. Et la troisième, si la vie de la femme est en danger. Oui. However, in reality, even women who do meet the very strict requirements are generally not able to access legal abortion services in practice, due a range of factors. En réalité, même les femmes qui vivent ces conditions-là, qui vivent ces situations-là, ne peuvent pas accéder à l'avortement. First, the criminalization of abortion outside those exceptional circumstances and the very restrictive nature of the law itself has generated a punitive and stigmatizing environment and a strong so-called chilling effect on doctors. Le premier facteur qui explique cette situation, c'est que cette loi tellement restrictive, tellement punitive, a créé évidemment une très forte stigmatisation autour de l'avortement, et ça, bien évidemment, freine l'accès, y compris dans les conditions à nouveau très restrictives qui sont prévues par la loi. Second, conscience-based refusals are widespread and the key obstacle to women's access to legal abortion. Deuxièmement, il y a la clause de conscience des médecins qui refusent de pratiquer l'avortement et qui est évidemment un autre obstacle fondamental. Furthermore, the practice on invoking the conscience clause is increasing. The government has failed to put in place and implement an effective regulatory framework regarding conscience-based refusals. Donc, en plus, par ailleurs, cette objection de conscience, elle augmente. Il y a de plus en plus de médecins qui font recours et l'État n'a pas su mettre en place un système
qui régule justement normalement où s'il y a un médecin qui refuse, normalement tu devrais avoir accès dans un autre contexte. And following the 2015 judgment of the Constitutional Tribunal that neither medical practitioners who refuse to perform an abortion on the ground of conscientious objections, not the institution concerned, are under a duty to refer the woman seeking an abortion to another facility. Il y a même eu une décision de la Cour constitutionnelle polonaise en 2015 qui dit qu'effectivement, s'il y a des médecins qui refusent et ils sont pas poursuivibles, et par ailleurs l'État n'est pas non plus responsable si il n'arrive pas à permettre aux femmes justement d'avoir accès à ces services d'avortement. So right now we have in Poland the whole regions where abortion is not accessible, legal abortion of course. Women are coming to the hospital, and when they are asked of abortion services, they are answered, not here, we have no staff, we don't know where and who. Donc il y a des régions entières de la Pologne où des femmes qui à nouveau sont sous ces trois conditions déjà extrêmement restrictives, même elles se rendent à l'hôpital et on leur dit c'est pas possible, ici en tout cas ce n'est pas possible. Access to prenatal testing perceived as a cause of abortions performed due to fetal defects and illnesses is significantly limited, as they are not available on request, and only women over 35 years of age are eligible to such services. Même tous les services de détection de malformations de fœtus sont inaccessibles, par exemple si on est en dessous de l'âge de 35 ans en tant que femme. Coming back to the abortion history, during the past 24 years, we had many attacks to make the law even more restrictive, especially because of fetus damages. But what happened last year was horrible. For the first time, we had a draft bill on a total ban of abortion and criminalization of women up to 5 years of prison. Donc, il y a eu plusieurs attaques dans l'histoire contre le droit à l'avortement, évidemment en Pologne. Mais ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire une proposition de loi bannissant complètement l'avortement et criminalisant les femmes qui auraient recours à l'avortement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, effectivement, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Okay, I don't know if I think we have to yeah, go maybe yes, it's too long. No, it's okay, but we have to. It's okay for about your. Do you think you had your? Yeah. Okay. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant à Virginie Rosé. Donc, merci d'être là. Virginie est sociologue à l'Institut national d'études démographiques. Ses recherches portent sur la question de genre et de reproduction. Après une thèse sur les droits reproductifs en Amérique latine, elle s'intéresse aux nouvelles techniques de reproduction dans leur utilisation locale et transnationale. Elle a notamment mené pendant 2 ans une étude de terrain en Inde sur la gestation pour autrui, donc entre 2013 et 2014. Elle a coordonné plusieurs ouvrages collectifs dans le numéro spécial des cahiers du genre sur les biotechnologies et le travail reproductif avec Ilana Levy et Laurent Stein. Donc à nouveau, cette question sur la situation actuelle, pour le coup, là j'imagine sur la PMA, qui fait obstacle à la libre disposition de son corps et qui a motivé votre engagement dans ces recherches. Merci. Alors avant de répondre à la question, je vais peut-être redéfinir très brièvement ce qu'on entend par PMA, donc procréation médicalement assistée. Donc ça regroupe un ensemble de techniques et de procédures médicales qui aident à concevoir un enfant. Alors il y a 2 principales techniques. En fait, il y a l'insémination artificielle où le sperme du conjoint ou d'un donneur est déposé dans l'appareil reproductif de la femme et la fécondation se fait in vivo. Et la deuxième principale technique, c'est la fécondation in vitro, donc la FIV, lorsque la fécondation a lieu en éprouvette. Et dans ce cas, les embryons sont issus des gamètes des parents et ou de donneurs et donneuses.
et ils sont replacés dans l'utérus de la future mère ou dans l'utérus d'une autre femme. Et dans ce cas, on l'appelle gestatrice, enfin c'est en cas de GPA, de gestation pour autrui. Alors en fait, toutes les autres techniques dont vous entendez parler, ce sont des dérivés ou des variantes de ces deux principales techniques. Alors il faut savoir qu'en France, il y a 2,6% des enfants nés par AMP et on observe une certaine augmentation depuis plusieurs décennies, depuis notamment la naissance d'Amandine en 1982, donc le premier bébé éprouvette. Alors l'accès à ces techniques est pourtant en France donc particulièrement restrictif, puisque la PMA est réservée aux couples hétérosexuels en union, vivants, en âge reproductif, dont l'infertilité a été avérée. Alors l'âge reproductif n'est pas défini par la loi, mais une limite de 43 ans a été fixée pour les femmes uniquement par l'assurance maladie. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà, la prise en charge n'est pas interdite, mais en tout cas, elle n'est plus prise en charge par la sécurité sociale. Par ailleurs, en France, toujours, il y a certaines techniques qui sont interdites, donc la GPA ou le double don, etc. Et d'autres sont peu accessibles ou disponibles. Par exemple, le don de gamètes et plus particulièrement le don d'ovocytes. Et en fait, on observe que dès qu'il y a un tiers qui intervient dans la procréation, c'est interdit ou compliqué en France pour avoir recours à ces techniques. Alors pour résumer, la prise en charge médicale en France, elle est genrée, elle est hétéronormative, intraconjugale et palliative, puisqu'elle est calquée sur un modèle reproductif naturel d'un père, une mère et un enfant issus de cette union. D'ailleurs, il y a eu un changement subtil des termes en 2009, puisqu'on ne parle plus désormais de PMA, mais on parle d'AMP, d'assistance médicale à la procréation, pour insister sur le fait que la médecine aide une procréation qui aurait pu se faire naturellement. Alors cet encadrement, selon moi, entrave la libre disposition de son corps reproducteur, puisque les femmes seules, les couples de femmes, les femmes ménopausées, etc., n'ont pas accès à une AMP pour concevoir, alors que techniquement, elles pourraient concevoir via ces techniques. Alors de même, en France, il est difficile, voire impossible pour les femmes de mettre leur capacité reproductive à la disposition d'autrui, si elles le souhaitent. Déjà, la GPA est interdite. Et d'autre part, faire un don d'ovocytes, c'est très compliqué en France pour de multiples raisons. Et par exemple, jusqu'à récemment, on demandait aux donneuses d'être déjà mères. Donc de fait, ça excluait toutes les femmes qui souhaitaient faire un don d'ovocytes mais qui n'avaient pas eu encore d'enfants. Enfin, et c'est mon dernier point, le monde médical entretient également une prise en charge genrée. Pour ne citer qu'un seul exemple, on va prendre celui de l'âge. Les médecins refusent souvent les couples dont la femme a plus de 40 ans. Alors, ce refus est dû à une baisse de succès avec l'âge des femmes si elles utilisent leurs propres gamètes. Mais cette baisse de taux de succès n'est pas valable en cas de don d'ovocytes, puisque ce qui compte, c'est l'âge de la personne qui fournit les ovocytes et moins l'âge du corps qui reçoit les embryons. Donc, techniquement, il n'y a pas de raison de refuser la prise en charge d'une femme de plus de 40 ans pour un don d'ovocytes. Par ailleurs, il y a l'âge des femmes, l'âge des hommes est peu pris en compte dans la prise en charge de l'AMP en France, alors qu'on sait que les risques de maladies génétiques chez l'enfant augmentent avec l'âge du père. Alors, il y a en fait un certain pouvoir biomédical qu'on retrouve en fait dans tout le processus et les protocoles d'AMP et qui font perdre aux femmes et aux couples une certaine autonomie reproductive. Alors là, je vous renvoie aux travaux de Laurence Stein. En fait, ce sont donc tous ces privilèges et ces inégalités de genre dans l'AMP et plus largement dans l'accès à la parentalité qui ont motivé mes recherches. Et ça les a d'autant plus motivés quand je me suis aperçue que la France faisait partie des pays avec l'Allemagne et la Suisse dont la loi et la prise en charge de l'AMP étaient parmi les plus restrictives du monde, ne serait-ce qu'en Europe. Pour donner un exemple, en Espagne,
les femmes, donc indépendamment de leur situation conjugale et de leur orientation sexuelle, peuvent bénéficier d'une AMP depuis 1977. Voilà. Effectivement, ça fait mal, pardon, ça c'est un commentaire personnel. Du coup, je suis désolée, Lisa, on va dire comme dans les jeux de société, tu sautes un tour. Je suis désolée, c'est ma faute. Donc, on va procéder avec la deuxième question pour Armelle. Tu as donc présenté cette situation effectivement mondialisée des mutilations génitales féminines. En quoi consistent les principales actions de résistance des corps contre ces contraintes que tu as explicitées? Bon, alors elles sont très diverses et c'est très compliqué d'en faire une synthèse globale, mais peut-être que le premier point important sur la résistance des corps, c'est étonnamment sur la nécessité de se réapproprier le récit de la lutte contre ces formes de mutilation génitale féminine. Je m'explique. Pendant très très longtemps et jusqu'à très récemment, le discours sur la lutte pour l'éradication des mutilations génitales a été un discours largement porté dans et par les pays du Nord. Juste pour prendre un exemple très concret, les deux premiers ouvrages qui ont été publiés pour dénoncer ces pratiques à la fin des années 70, c'est l'ouvrage de Hawa Thiam, La parole aux négresses, et puis le rapport de Fran Hoskin, publié quasiment la même année, en 78-79. Donc le premier ouvrage écrit par une femme africaine et l'autre par une femme blanche. Et évidemment, ce qui a construit la doctrine, ce qui a permis de structurer le discours et ce qui est resté dans les annales de la lutte contre les mutilations génitales féminines officielles, c'est le rapport de Fran Hoskin qui reste cité comme le point de départ pour les organisations internationales de la lutte contre ces pratiques, qui s'est après développée, structurée jusqu'à ce qu'on arrive en décembre 2012 à une prise de position de l'Assemblée générale des Nations unies sur ce sujet. Donc il y a globalement dans souvent dans les discours, dans la mise en récit de la lutte contre ces pratiques, les mobilisations dans les pays concernés sont occultées ou souvent invisibilisées. Et donc la première forme de résistance des corps, c'est des formes qu'on voit de plus en plus répandues aujourd'hui, de réappropriation du récit de la lutte contre les mutilations sexuelles comme étant avant tout partie des pays, des familles, des communautés concernées. La deuxième forme de résistance, alors elle est plus difficile à analyser, c'est que la question de la sexualité des femmes en général et la revendication de l'accès à une sexualité épanouie et à des droits sexuels reconnus pour les femmes est vraiment au cœur, là aussi, de la lutte contre les mutilations génitales féminines, qui apparaissent comme étant une des formes les plus abouties et directes de remise en question du droit à la sexualité des femmes.
Mais là encore, entre le discours et la réalité des conséquences corporelles de l'excision, les choses peuvent être souvent importantes. Et l'une des dimensions sur lequel, mais j'y reviendrai peut-être du coup dans la troisième partie, l'une des dimensions importantes sur lesquelles les formes de résistance se sont structurées, c'est tout ce qui concerne la dite reconstruction, qu'elle soit chirurgicale ou non, de l'excision, avec là encore... j'avancerai toujours avec beaucoup de précautions. C'est à la fois une forme de, comme toujours sur ce sujet, à la fois une forme de résistance, puisque ce sont très majoritairement des formes de prise en charge médicale qui ont été portées, soutenues par les femmes concernées, parfois contre le pouvoir médical ou plus généralement les représentations, mais ce sont aussi des formes de prise en charge ou de résistance qui peuvent être instrumentalisées dans une certaine mesure, et donc toujours difficile à ne pas voir glisser entre les mains. Donc voilà, sur la question de la résistance, il y a, je dirais, ces deux dimensions, la réappropriation de la sexualité, la réappropriation du discours. Merci beaucoup. Du coup, je repasse à Christina. What are the main action of resistance of bodies or women bodies against the constraint that you described just before? Polish women are pushed to fight. Finally, they awoke, because during past 24 years we didn't see such big protests in Poland. Probably you will ask why Polish women were silenced during past years. Because they didn't believe that they can do something. They didn't believe that they can oppose Catholic Church and politicians. Donc c'est comme si le réveil avait sonné et que les femmes polonaises s'étaient réveillées. Donc elles se sont effectivement organisées. Vous pourriez vous demander pourquoi finalement elles l'ont pas fait avant. Parce qu'elles ne pensaient pas pouvoir s'opposer justement notamment à l'Église catholique. But right now, they don't afraid. This is the different situation. Even if we have no churches, if we have no ambulance, if we have no political support, we will continue our fighting. We organized a huge coalition of over 100 NGOs, mainly focusing on women's issues as well as human rights issues, and we will reactivate the Save Women Committee and will collect signature again and again. Donc même sans aucun soutien évidemment de l'Église, et aucun soutien politique, etc., il y a eu vraiment une mobilisation et d'ailleurs une coalition de plus de 100 organisations de femmes, mais aussi de droits humains qui se sont unies, qui se sont mises ensemble pour mener cette bataille, notamment avec collecte de signatures, pétitions, mobilisation dans la rue, etc. We won a battle, but a huge, long, terrific war is still in front of us. And right now, Catholic Church rather is afraid of women, as well as ruling political party. Donc on a gagné une bataille, non? Donc pour revenir sur ça, l'année dernière justement, ce fameux proposition de loi n'a pas été voté, mais il y a encore beaucoup devant nous. Et la chose qui a changé, c'est que finalement maintenant l'Église catholique a peur des femmes.
Donc ça, c'est un élément nouveau. Yeah, because they are afraid to lose their followers, their faithful. So, because mainly women are coming to churches. Elles ont notamment peur de perdre leurs fidèles parce que c'est surtout les femmes qui finalement vont à l'église tous les jours. And right now they have started to coming out from churches. Et maintenant, ils vont un peu moins à l'église. Et peut-être un peu plus, ça c'est moi qui rajoute, un peu plus dans la rue. If they hear any news on their reproductive rights, they just come out of churches. Sorry? If they hear from priests any information of a new draft law on abortion ban, they will. Donc si par exemple les prêtres, pendant leur prêche justement, font référence à ces propositions de loi qui veulent bannir l'avortement, etc., elles se lèvent et elles sortent des églises, qui est effectivement une forme de résistance majeure. So first, our government and politicians neglected and ignored women's protests. It was said that ladies are playing. Tout au début de la mobilisation, les politiciens ils disaient bah, c'est rien, on ignore cette mobilisation parce que c'est juste, c'est les femmes qui s'amusent en fait. But when they saw the small towns and villages blocked, not only Warsaw, Krakow and big towns, they were frightened. Mais quand ils ont vu que même dans les petits villages, donc pas seulement la capitale ou Cracovie, mais même dans les petites villes et dans les petits villages, il y avait des manifestations qui bloquaient carrément les villages, ben là, ils ont compris que c'était quelque chose de sérieux. They didn't know what to do. They were discussed the whole night how to resolve the situation. Ils ne savaient pas du tout quoi faire, ils ne savaient pas comment réagir. Ils ont discuté des nuits entières pour comprendre ce qu'il fallait faire. Next day in the morning, the draconian draft law was withdrawn, rejected from the parliament. So we won. Voilà, donc là, c'est vraiment, Cristina parle de ce moment, de cette proposition de loi. Donc il y a eu vraiment ces manifestations. Et le lendemain, il y a eu donc le retrait de ce projet de loi. Donc ça a été vraiment une très grande victoire pour les femmes qui ont participé à cette mobilisation. And we don't put down our umbrellas. And still have our black suits ready to wear again. Et donc sans retirer nos parapluies et nos habits noirs qui étaient des symboles de cette mobilisation. We Polish women feel somehow responsible for other women from all over the world in countries where reproductive rights are restricted because they are looking on us. They are waiting for our next steps. And if we fail, they will never believe they can succeed. Donc les femmes polonaises se sentent une responsabilité par rapport à d'autres pays qui ont justement aussi des limitations dans l'accès aux libertés fondamentales, dans l'accès à l'avortement. Et donc il y a cette responsabilité. Donc il ne faut pas échouer parce que ça ne concerne pas que la Pologne, mais aussi d'autres réalités, d'autres contextes. And thank you for the solidarity words and for solidarity of French women. And still we are waiting and we are looking for your solidarity and support in our fight. But one day we will win, for sure. Merci pour les manifestations de solidarité qui sont venues aussi de la France, parce que c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de choses. Donc on en a toujours besoin, nous dit Cristina, et jusqu'à quand on va gagner cette bataille et avoir une loi effectivement qui légalise l'avortement. Merci beaucoup. Thanks. On peut applaudir, effectivement. Alors Virginie, je crois que Michel vous a envoyé une question un peu différente, donc je la lis. Pouvez-vous nous donner l'exemple d'une recherche que vous avez menée sur la question de la PMA ? C'est pas grave parce que ça rejoint de toute manière votre autre question, parce qu'une de mes recherches c'était justement d'étudier dans le contexte que j'ai décrit la résistance, c'est-à-dire comment les femmes, les hommes et les couples infertiles, donc aussi bien au sens social que médical, décident en fait de leur vie reproductive. Et une de ces résistances, c'est justement de recourir à une AMP à l'étranger. Donc j'ai mené une étude que j'ai appelée AMP sans frontières, qui a été d'ailleurs en partie financée par l'IEC.
Il y avait 2 volets dans cette étude. Il y avait tout un volet santé publique qui consistait à identifier qui partait, où, comment et pourquoi, et un volet plus sociologique qui visait à comprendre et à analyser depuis une perspective de genre les projets et parcours reproductifs des personnes dont j'ai parlé. Alors pour cela, j'ai interrogé des hommes et des femmes et des couples aussi par l'intermédiaire d'associations comme la PGL. Et puis je me suis ensuite rendue sur place, directement sur place, dans les cliniques et hôpitaux qui étaient dans des pays que j'avais identifiés comme étant des destinations privilégiées pour une AMP pour les Français, les personnes résidentes en France. Et ces pays étaient la Belgique, l'Espagne et la Grèce. Alors, à travers cette étude, j'ai montré que les recours transnationaux ne concernaient pas uniquement les exclus de l'AMP en France, et donc que les restrictions légales ne suffisent pas à expliquer ces parcours. Il y a aussi une volonté de bénéficier d'une prise en charge plus rapide, considérée comme plus humaine et plus performante. Une volonté parfois aussi de choisir d'autres modalités que celles qui sont proposées en France, comme par exemple avoir recours à un don de sperme non anonyme. Alors ces recours ont un coût, puisque à l'étranger, la prise en charge, sauf exception, n'est pas remboursée et elle se fait le plus souvent dans le secteur privé. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il concerne aussi des personnes plus modestes qui n'hésitent pas à faire des emprunts bancaires ou à vendre leurs biens pour payer la prise en charge, les déplacements et le séjour. J'ai par exemple rencontré un couple qui avait décidé de quitter son appartement pour vivre en colocation et faire ainsi des économies pour payer le recours. Alors, un dernier point du volet descriptif de cette recherche, c'était l'importance aussi des réseaux sociaux qu'il y a autour de cette AMP sans frontières, les associations et surtout les forums de discussion dans lesquels sont échangées de nombreuses informations et qui constituent aussi une entraide pour organiser le séjour à l'étranger. Alors, étudier les discours et expériences de femmes et de couples qui empruntent des chemins différents de ceux majoritairement empruntés par la population française pour devenir parents m'a permis de revisiter la norme procréative. Donc là, je renvoie aux travaux, entre autres, de Nathalie Bajos et Simone Batman. Et ça m'a permis d'observer à la fois ces changements et ces pérennités. Alors, pour rappel, la norme procréative dominante est celle d'une procréation obtenue sans aide médicale. Elle définit, donc je cite les travaux dont j'ai parlé, le moment et la situation appropriée pour devenir enceinte, donc à savoir avoir idéalement entre 25 et 25 ans et entretenir une relation stable et privilégiée avec un homme qui sera le père de cet enfant. Alors à cette composante sociale, mes travaux ont permis d'identifier une autre composante, cette fois-ci physique et biologique. Pour devenir mère en France, il faut participer génétiquement et corporellement à la fabrication de l'enfant. La maternité en France, comme dans d'autres endroits, passe par une performance du corps reproducteur, l'adoption faisant ici, bien sûr, figure d'exception. Or, les femmes que j'ai rencontrées, elles avaient parfois plus de 40 ans, elles étaient parfois seules, parfois en couple avec d'autres femmes. Et par ailleurs, elles ne participaient pas toutes à la fabrication de l'enfant. Donc elles contrevenaient en fait à cette norme qu'elles ont pourtant intériorisée, ce qui fait qu'elles ont parfois eu du mal à se créer des espaces de légitimité. J'ai notamment rencontré des femmes qui avaient recours au don d'ovocytes et qui craignaient de ne pas être considérées par leur entourage, y compris par le futur enfant, comme la véritable mère, car elles n'avaient participé que partiellement à la conception de l'enfant. Alors cependant, mon étude a montré que l'important pour ces femmes rencontrées restait de devenir mères et moins les moyens déployés pour y accéder. Donc contrevenir à la norme n'est jamais apparu comme un obstacle à la réalisation du projet reproductif et parental.
Alors, les stratégies reproductives que ces femmes déploient contribuent à maintenir, voire renforcer les normes de genre, donc l'injonction à l'engendrement, la performance du corps reproducteur, mais en même temps, elles contribuent à les transformer et à élargir notamment la norme procréative en participant à de nouveaux modèles reproductifs et parentaux et à de nouvelles façons de décider et de mobiliser de son corps reproducteur. Merci beaucoup. Du coup, on passe à la troisième et dernière question. Du coup, quelles sont les conséquences de ces actions, notamment de ces actions de résistance, évidemment, avec quels enjeux pour l'avenir, Lisa? Une chose qui est changée, qui est assez importante, un peu qu'elle avait dit Christina, c'est on a réussi de changer l'argument que c'est plus une question de moralité ou de religion et tout ça, et que les femmes et les hommes peuvent comprendre, c'est une question d'autonomie corporelle, c'est-à-dire c'est votre corps, c'est vous qui décidez. Qu'il y avait beaucoup de gens avant que c'était anti-religieux, etc. Et malheureusement, il y a pas mal de femmes aux États-Unis qui sont anti-avortement, surtout sur les chrétiennes à droite, blancs, etc. En plus de ça, simplement continuer à faire tous les efforts possibles, que rien ne change, que toutes les lois qu'ils essaient de faire dans les États comme Texas, qui viennent passer en loi récemment, que l'avortement par, si je connais le mot bien, dilation et évacuation est interdit, carrément interdit. Sur un côté positif, par contre, il y a l'État de Delaware, un tout petit État sur le côté est, qui vient de passer un bill qui assure que l'avortement, ça c'est le gouvernement qui a signé, va rester légal pour toujours. Alors, en gros, c'est ça, c'est continuer les batailles, État par État, petite loi par petite loi. C'est tout ce qu'on peut faire. Jusque Monsieur Trump n'est plus là. Et tous ses amis. Merci beaucoup. Du coup, Armelle, en ce qui concerne les mutilations génitales féminines, quelles sont les conséquences de ces actions de résistance ou de réappropriation plutôt que tu nous avais décrites, et quels sont les enjeux pour l'avenir? Alors les conséquences, je pense qu'elles sont notamment en termes de lente décolonisation des discours sur les mutilations génitales féminines, même s'il y a encore un petit peu de travail. Je dirais, pour essayer, la manière dont moi j'essaye de le formuler, même si c'est pas toujours facile, c'est quelque part comme si les mutilations génitales féminines avaient une double vie. C'est un phénomène social réel, une forme de violence spécifique envers les femmes qui entre dans le continuum de toutes les atteintes corporelles qui construisent le corps des femmes. Mais en même temps, c'est aussi une sorte de chimère qui existe en soi comme une incarnation idéale typique de la violence patriarcale des sociétés du Sud et qui joue un rôle plus géopolitique dans l'ordre racial post-colonial, complètement au-delà et sans s'intéresser beaucoup d'ailleurs aux femmes concernées. Donc ça, je pense que c'est une première conséquence des formes de résistance, c'est de dévoiler, de séparer ces deux dimensions du phénomène.
Si du coup on s'intéresse à sa seule dimension de questions sociales réelles, pour le coup, là en termes d'enjeux pour l'avenir, je dirais que c'est vraiment autour des formes de médicalisation des pratiques, toutes les formes de médicalisation des pratiques, que les enjeux sont importants aujourd'hui. À la fois les formes de médicalisation qui se développent dans les pays où l'excision est traditionnellement pratiquée et où on voit de plus en plus que c'est plus un phénomène, c'est plus une pratique qui est réalisée par des exciseuses traditionnelles, mais par des professionnels de santé, et où on retrouve le pouvoir médical qui vient dire qui et comment doit être pratiqué, qui doit être excisé et comment cette excision doit avoir lieu. Il y a des études intéressantes qui sont menées actuellement en Égypte, qui est un pays où les mutilations génitales restent très, très répandues, mais massivement pratiquées par des médecins, et où on voit peu à peu comment les familles se dessaisissent peu à peu du pouvoir de décision sur l'excision. Et c'est vraiment les médecins qui, auscultant les petites filles, disent elle a besoin d'être excisée, et elle, non, il n'y a pas besoin de l'exciser. Qu'est-ce qui définit ces nouvelles formes d'enjeux, comment on sait qui a besoin et qu'est-ce que c'est que cette histoire de besoin. Donc on voit autour de la conformation des corps des choses qui se redéfinissent complètement, et pour pouvoir les étudier et les penser, il faut sortir de la chimère et étudier vraiment la réalité des phénomènes. Et toujours en ce qui concerne la médicalisation, il y a aussi des formes de médicalisation qui se sont développées, mais cette fois-ci dans une logique de reconstruction des séquelles liées à l'excision, et où là aussi le pouvoir médical est quelque chose qui doit continuer à être étudié, pour pas dire surveillé, et où il y a des enjeux extrêmement importants dans l'accès ou non à ces différentes formes de chirurgie réparatrice ou reconstructrice, selon la manière dont on les appelle. Et voilà, globalement, le dernier enjeu, ce que je disais peut-être un peu en introduction, c'est que finalement, grâce à tous ces travaux pléthoriques sur les mutilations génitales féminines traditionnelles, plus on avance dans les connaissances et plus on a l'impression qu'on peut réintégrer dans le champ de ces interventions sur le sexe des femmes d'autres pratiques qui finalement relèvent des mêmes formes d'imposition du pouvoir patriarcal ou médical sur le corps des femmes. Et ça reste un chantier et une forme de convergence des luttes à inventer. Merci beaucoup, Armelle, pour ce plaidoyer à la désexotisation de la question des mutilations génitales féminines. Christina, what are the consequences of the mobilizations, resistance actions that you described, and what are the issues for the future? What is at stake for the future? It's really difficult to say in a few sentences, but I will try. Of course, we will never be the same Polish women. We finally awoke and will continue our fight. But, of course, right now it's extremely difficult. We don't believe that we can change a law, but we just want to educate the society as a whole. 1 year ago, there was only 18% of so-called pro-choice people.
Alors, effectivement, donc nous nous sommes réveillés en tant que femmes polonaises. Nous pensons que finalement, changer la loi, oui, c'est un enjeu, mais l'enjeu plus fondamental et peut-être celui qui est plus important et finalement peut-être plus atteignable, c'est changer la perception des personnes. Elle disait finalement, il y avait encore il y a un an très peu de monde qui se décrivait pro-choix, comme se définissait comme pro-choix. And right now, we have 45% of people so-called pro-choice, so for free, legal and safe abortion. What was the percentage before? 40, before 18, 1 year before. Donc il y a un pourcentage de 18% à 45% des personnes qui aujourd'hui se définissent favorables, donc pro-choix, favorables à notamment l'avortement. So this is extremely important to empower Polish women and to educate them. Ce qui est vraiment important, c'est effectivement d'éduquer les femmes polonaises, de leur donner les moyens de leur propre lutte. And above all, to oppose all this fundamental campaign against right to choose. And sorry? And to oppose Oui, et s'opposer aux fondamentalistes et à ceux qui s'opposent justement à l'avortement. So-called campaigns for life. Les soi-disant ou ainsi dites campagnes pour la vie. The first step of this campaign was introducing a new law paying 4,000 zloty, it means like 900 euros, for every woman who decides to end so-called difficult pregnancy. Donc le premier pas de cette campagne anti-choix, c'est de proposer l'introduction d'une amende, en tout cas pas d'une amende, mais d'un paiement de à peu près 900 € pour les personnes qui veulent avoir recours à l'avortement, toujours dans les conditions qu'on avait décrites tout à l'heure. Because so-called unborn child has right to die in its mother's arm, has right to be baptized, and has right to end his life after 5 minutes after the birth. Parce que donc le soi-disant enfant aurait le droit de mourir dans les bras de sa mère, notamment. Nobody asked women what they think about this issue. So we organize a campaign, pro-women rights and pro-choice campaign, and will continue as long as it's needed. Donc on a organisé évidemment des résistances par rapport à cette campagne, on va pas s'arrêter là. Luckily, Polish women regain their dignity, and this for life law is not popular among women. Fort heureusement, les femmes ont regagné leur dignité. Et ça, c'est un enjeu aussi pour les opposants. Thank you. Merci beaucoup. Donc on termine du coup avec la troisième question avec Virginie sur la PMA toujours. Donc les conséquences là, c'est pas tellement peut-être des actions de résistance, mais de stratégies de contournement de la loi et avec quels enjeux effectivement pour l'avenir, sachant qu'il y a des enjeux, je pense, très prochains ici en France. Justement, c'est sur tous ces enjeux dont je vais parler, donc l'accès à la PMA à l'avenir. Alors, je pense effectivement que les lignes vont bouger, déjà pour deux principales raisons. Les questions d'AMP sont de plus en plus médiatisées et de moins en moins tabous. Deuxièmement, il y a une mobilisation croissante de la société civile à travers les associations et les collectifs qui tentent de faire pression en fait, sur les pouvoirs publics. Je pense que l'AMP, à partir de là, va se jouer sur 3 points à l'avenir. L'accès pour les femmes seules et les couples de femmes, l'autoconservation ovocitaire et également sur la GPA. Mais là, je pense que les choses bougeront moins vite et à plus long terme et je ne parlerai pas de ce point ici.
Alors déjà la question de l'accès à l'AMP fait partie aujourd'hui de l'espace public et politique. Et la loi sur le mariage pour tous a certainement contribué à la rendre plus visible. Alors, il faut savoir que la France est un des rares pays, du moins d'Europe, qui n'autorise pas les femmes seules, enfin les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale ou leur orientation sexuelle, de bénéficier d'une AMP. Donc cet accès restrictif, il n'apparaît pas comme très cohérent dans le contexte européen. Ensuite, on observe une prise de position très claire aujourd'hui de la communauté scientifique internationale, comme la Société européenne de la reproduction humaine et d'embryologie, ou encore l'Association américaine de la médecine de la reproduction, qui, à travers leurs comités éthiques respectifs, ne voient aucun argument éthique et fondé justifiant le refus de prise en charge des femmes et des hommes non mariés ou en couple de même sexe. Alors en France, par ailleurs, en mars 2016, 130 médecins ont signé un manifeste, donc ça a fait écho au manifeste de 1973 sur l'avortement. Et dans ce manifeste, ils reconnaissaient avoir bravé les interdits en aidant des femmes seules et des couples de femmes à concevoir un enfant. Et dans ce manifeste, ils appelaient à l'ouverture de l'accès à l'AMP. Donc on tend certainement à ce sujet à un changement, car aussi, d'après les médias, l'opinion publique y serait favorable. Et le nouveau président de la République s'est également montré favorable à cette ouverture lors de la campagne présidentielle. Alors l'autre sujet où je pense que les choses vont vraiment bouger, c'est l'autoconservation ovocitaire. Donc il existe aujourd'hui la possibilité pour les femmes de conserver leurs ovocytes et de les utiliser plus tard. Alors cette technique, elle est possible dans de nombreux pays, mais en France, elle l'est uniquement pour les femmes qui vont subir un traitement altérant leur fertilité, comme la chimiothérapie. Et elle est possible depuis récemment aussi pour les donneuses d'ovocytes, mais à la condition qu'on leur ait prélevé suffisamment d'ovocytes pour le don. Donc savoir qu'elles gardent très peu d'ovocytes pour elles, donc c'est bon. Alors, cette technique, elle est loin de faire l'unanimité chez les médecins. Malgré tout, on observe de plus en plus de collectifs également qui se mobilisent pour demander la légalisation de cette technique pour raisons sociales. Le manifeste des 130 médecins dont je vous ai parlé demande son autorisation, tout en demandant également un plan contre l'infertilité avec des campagnes d'information, notamment sur le baisse de la fertilité avec l'âge à partir de 35 ans. Et il y a des pétitions également qui voient le jour. À titre d'exemple, celle qui a été lancée par le magazine Elle en mars. Et puis lundi dernier, l'Académie de médecine, dans son rapport, a également émis un avis favorable. Et pour résumer cet avis, j'utilise les propos de Jacques Milliès, qui était rapporteur du groupe de travail, des propos qui ont été publiés dans un article du Monde, et je trouve qu'ils résument bien la situation. Donc je le cite, « Le principe d'autonomie des femmes devrait être respecté sans paternalisme médical ni jugement moral pour pallier les conséquences de l'infertilité liée à l'âge, pour les femmes qui, à 35 ans, n'ont toujours pas de partenaire stable ou qui optent temporairement pour des choix de vie sans maternité immédiate. » Alors, toutes ces prises de position sur l'accès et donc l'autoconservation ovocitaire sont peut-être de bons présages pour le prochain rapport du Comité consultatif national qui doit être remis à la fin du mois, et par effet domino aussi pour la prochaine révision des lois dites de bioéthique qui est censée avoir lieu en 2018. Mais il y a un bémol peut-être à ces bons présages, parce qu'il y a quand même une forte opposition, y compris de personnalités médicales et politiques assez importantes dans le domaine, dont Jacques Testard, qui était à l'origine du premier bébé éprouvette avec René Friedman, ou encore de Jean-François Mattei, qui était à l'origine de la première loi de bioéthique en 1994. Et en fait, pour toute cette opposition, la médecine ne doit pas répondre à une demande sociale. Alors là, je tiens quand même à préciser que la médecine répond déjà à une demande sociale si on prend par exemple le domaine de la chirurgie esthétique.
Et pour cette opposition aussi, autoriser l'ouverture et d'autres techniques, ce serait une porte ouverte aux dérives. Donc voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si on peut applaudir les intervenantes pour ces présentations extrêmement riches. Ce que je vais retenir, c'est qu'effectivement, il y a des... Voilà, rien n'est donné. Les lois sont souvent le reflet effectivement de rapports de domination et d'oppression sur le corps des femmes. Elles peuvent aussi être des recours, comme dans le cas des mutilations génitales féminines, et qu'en tout cas, les formes de résistance ont une créativité assez extraordinaire et qui continuent à avoir de beaux jours, je pense, devant elles. Voilà, merci beaucoup.